Le débat qui a divisé le XXe siècle, provoqué des guerres mondiales et façonné nos vies actuelles ne repose pas uniquement sur l'argent. Il repose sur une question fondamentale. Qui possède les outils qui créent la richesse? Ce qu'on appelle en économie les moyens de production, les usines, les machines, les terres et les technologies. D'un côté, le capitalisme. Le dictionnaire le définit comme un système économique caractérisé par la propriété privée ou corporative des biens de production. Dans ce modèle, les investissements découlent de décisions privées. Les prix, la fabrication et la distribution des marchandises sont régis par la concurrence sur un marché libre. Vous possédez vos biens, vous gérez votre activité et vous cherchez à générer un profit. De l'autre côté, le communisme, avec un « C » minuscule. Le dictionnaire le définit comme un système ou une théorie où les biens sont mis en commun et disponibles pour tous selon les besoins de chacun. C'est l'élimination de la propriété privée des moyens de production. La prémisse théorique est stricte. Chacun participe selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Pour comprendre ces systèmes, il faut savoir que le capitalisme n'a pas toujours existé. Durant des siècles, l'Europe a vécu sous le régime du féodalisme. L'économie était basée sur la terre et la subsistance. Les seigneurs possédaient les terres, les paysans les travaillaient. La production servait à survivre au sein de communautés locales et à payer des taxes aux seigneurs, pas à générer un profit global. Les villageois mettaient une grande partie de leur production en commun. L'économie ne dépendait pas d'un marché. On troquait, on partageait selon les coutumes, on ne s'achetait presque rien entre individus. La mobilité sociale était inexistante, mais le système était stable et stagnant. La cassure historique nette se produit en Angleterre, dès le XVIe siècle selon l'historienne Helen Maxine-Wood, avant d'exploser lors de la révolution industrielle. Le changement clé est la généralisation de la dépendance au marché. On privatise les terres communes. Brutalement, pour survivre, la population entière se retrouve contrainte de passer par le marché. Le logement s'achète, la nourriture s'achète, les vêtements s'achètent. Pour obtenir l'argent nécessaire, les travailleurs n'ont plus d'autre choix que de vendre leur force de travail contre un salaire à une nouvelle classe. La bourgeoisie, qui possède les machines et les usines. Chaque système possède son propre moteur économique, et chacun a révélé de graves défauts lorsqu'il a été appliqué de manière rigide. Le moteur du capitalisme est la compétition financière. Parce que les entreprises sont en concurrence constante dans un marché libre, elles subissent un stress permanent de l'échec. Pour survivre, elles doivent innover sans cesse et améliorer leur productivité. C'est ce mécanisme qui a déclenché une création de richesses et d'innovations technologiques sans précédent dans l'histoire humaine. L'informatique, l'aéronautique, la médecine moderne. Mais la critique factuelle du capitalisme est lourde. S'il est incroyablement efficace pour créer de la richesse, il est incapable de la répartir équitablement. Il engendre des inégalités massives, ignore souvent la détresse des travailleurs et épuise les ressources environnementales pour le profit à court terme. Le moteur théorique du communisme est le bien commun. On ne travaille pas pour son enrichissement personnel, mais pour répondre aux besoins de la société. Cependant, l'histoire a montré les limites de ce modèle lorsqu'il a été appliqué par des États au XXe siècle, comme l'URSS. Une économie entièrement planifiée de manière centrale par des fonctionnaires supprime les mécanismes du marché. Les planificateurs ont tendance à craindre le changement et l'innovation. Sans concurrence ni incitation financière, le système a stagné, affichant une croissance très faible par rapport à l'Ouest. En pratique, cela a mené à des pénuries chroniques de biens de consommation basiques, et pour maintenir ce contrôle total, à la mise en place de régimes autoritaires violents privant les individus de leur liberté fondamentale. La vérité historique moderne est qu'aucun de ces deux systèmes n'existe sous sa forme pure. Les pressions du monde réel ont forcé les nations à évoluer vers des systèmes mixtes ou hybrides. Même les pays considérés comme ultra-capitalistes, comme la Suisse ou Singapour, possèdent des réglementations, des taxes et des services publics. À l'inverse, les pays scandinaves associent un capitalisme de marché très dynamique à un État-providence puissant, qui utilise l'impôt pour garantir l'éducation, la santé gratuite et la réduction des inégalités. Le cas le plus pragmatique reste la Chine. En 1978, sous la direction de Deng Xiaoping, le pays opère un virage majeur. Constatant l'échec de la planification stricte, il introduit des réformes de marché avec une philosophie claire. Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris. La Chine a conservé une structure politique communiste et un contrôle fort de l'État, tout en autorisant la propriété privée et la compétition capitaliste. Ce modèle de « capitalisme d'État » a généré la transformation économique la plus rapide de l'histoire contemporaine, sortant plus de 800 millions de personnes de la pauvreté absolue. Le débat économique du XXIe siècle n'est donc plus une opposition binaire et idéologique entre un capitalisme total et un communisme d'État. La question centrale est désormais de savoir comment réguler les marchés pour qu'ils restent au service de l'humain et de la préservation de la planète. D'autant que les économistes alertent sur l'émergence d'un nouveau modèle, le techno-féodalisme. Aujourd'hui, les multinationales de la technologie ne se contentent plus de vendre des produits sur un marché.
elles possèdent l'infrastructure même de nos vies numériques. En contrôlant les plateformes, les données et les algorithmes, ces géants agissent comme les nouveaux seigneurs du Moyen-Âge, prélevant des rentes massives sur le travail et l'attention des utilisateurs. Le véritable enjeu n'est plus de choisir un camp du passé, mais de comprendre qui possédera et contrôlera les outils technologiques de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à tous vos amis.